Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Lyon, ici pour les entretiens de Valpré, ce forum économique qui réunit chaque année des hommes d'entreprise autour de l'actualité de la doctrine sociale de l'Église. Cette année, le thème des entretiens de Valpré, c'est le travail, sens, dessus, dessous. Voilà, j'ai la grande joie d'animer cette table ronde avec vous, Marine Lamoureux de la Croix. Bonsoir. Bonsoir. Quel sens donner au travail? C'est la très vaste question à laquelle nous allons essayer de répondre ce soir, Marine. Et oui, nous allons continuer à explorer ce qui se joue dans le travail, qui ne se résume pas à subvenir à ses besoins et à gagner un salaire. Le travail donne-t-il du sens à nos vies? Comment les mutations récentes, notamment l'économie financiarisée, ont bousculé le rapport au travail, selon les générations, selon les milieux? Est-ce que l'on subit notre travail ou est-ce qu'on peut prendre des chemins de traverse? Alors pour en parler, nous recevons deux invités de marque aujourd'hui, Laurent Berger et Pierre-Yves Gomez. Marine, je vous laisse nous les présenter. Laurent Berger, vous avez été pendant 10 ans secrétaire général de la CFDT, que vous avez quitté cet été pour rejoindre le Crédit Mutuel. Dans cette banque mutualiste, vous êtes chargé de créer un centre d'expertise sur les enjeux environnementaux et sociaux, un institut qui aura à la fois vocation à irriguer le Crédit Mutuel, mais aussi le reste de la société. Par ailleurs, vous êtes sur le point d'ouvrir une chaire à l'École normale supérieure, une chaire Travail et démocratie. Elle sera lancée le 13 décembre. Et enfin, bien sûr, vous êtes toujours membre du conseil d'administration de la Fondation Abbé Pierre et toujours très actif dans le pacte du pouvoir de vivre qui réunit syndicats et associations. Notre deuxième invité, c'est Pierre-Yves Gomez. Bonjour. Pierre-Yves Gomez, vous êtes économiste, professeur émérite à l'EM Lyon Business School et l'un des grands spécialistes du travail et de la gouvernance des entreprises. Il y a 20 ans, vous avez fondé l'Institut français de gouvernement des entreprises, l'IFGE, donc qui est un centre de recherche sur ces enjeux, résolument tourné lui aussi vers l'action, puisque ces travaux ont vocation à inspirer les politiques publiques. Je rappelle que vous avez notamment été très impliqué dans les réflexions sur la loi Pacte. Et nous l'avons dit l'été dernier, c'est le pape François qui a fait référence à vos travaux, à l'un de vos livres, Le travail invisible, dans un message envoyé aux entrepreneurs lors de l'université d'été du MEDEF. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pourquoi chercher du sens au travail? Faut-il vraiment, d'ailleurs, chercher du sens au travail? Si on veut caricaturer un peu, le travail, ça sert à gagner sa vie. Saint Paul, lui, il le dit carrément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Est-ce que c'est ça le sens du travail, Laurent Berger? Bonjour. Moi, je crois qu'il faut surtout se garder de considérer qu'on aurait finalement aujourd'hui une génération qui chercherait un sens à son travail, ce qui aurait été totalement absent des générations précédentes. Moi, je crois que le travail, c'est pas non plus une notion philosophique. C'est la réalité concrète de millions de femmes et d'hommes tous les jours qui se déplacent dans un endroit pour contribuer par leurs mains, par leur esprit, par leurs compétences à créer de la richesse, mais à créer un bien ou un service. Et donc, ça ne se résume pas. Le travail, c'est d'abord un lieu d'émancipation, de réalisation de soi, enfin, où ça devrait, parce que c'est un lieu d'ambivalence, on le sait, traversé de beaucoup de contradictions, mais c'est d'abord un lieu d'émancipation, contributeur de richesse, et évidemment que le sens, ça ne se résume pas à une approche philosophique. Le sens, c'est de pouvoir bien faire son travail. Je crois que dans toutes les enquêtes qu'on peut mener, dans tous les déplacements qu'on peut opérer, la capacité à pouvoir bien faire son travail, avoir les bonnes conditions pour le réaliser comme on l'entend, c'est fondamental. Mais la question du partage de la valeur est aussi une question importante, une question de sens. La question de la santé, ça a été abordé tout à l'heure, c'est pas une question qui est absente du sens qu'omettent les salariés dans leur travail. Et donc, ça englobe tout ça. Mais c'est vrai qu'on est au cœur de profondes transformations. On est en train de vivre deux révolutions industrielles. La révolution de la transformation écologique, du défi environnemental d'un côté, la deuxième révolution industrielle qui est l'intelligence artificielle. Oui, mais ça fait qu'on est dans un moment où les travailleurs et les travailleuses sont fortement percutés par ces révolutions industrielles et ce que ça va produire sur leur travail. Justement, avant d'aborder ces mutations, Pierre-Yves Gomez, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ces fondamentaux du travail et pourquoi finalement il faut poser cette question du sens du travail?
Alors moi, je dirais qu'il ne faut pas poser la question du sens du travail, parce que cette question ne se pose pas. Le travail a par nature du sens. Le propre même du travail, c'est de donner du sens. Lorsque l'homme de la préhistoire taille une pierre pour en faire une flèche, il a déjà le sens de la tâche qu'il accomplit. Le propre même du travail, c'est donner du sens. D'ailleurs, lorsque dans la mythologie grecque, on veut présenter un supplice affreux, c'est le supplice de Sisyphe qui monte une pierre, qui redescend sans cesse, et qui monte, qui redescend. C'est-à-dire que ça n'a strictement aucun sens pour la personne, et c'est un supplice. Toute personne donne du sens à son travail. Donc je pense que, alors je dis ça en fin de... Voilà. Je pense qu'on inverse la question lorsqu'on dit « il faut donner du sens au travail ». Non, toute personne donne du sens au travail. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on donne le même sens au travail? Est-ce qu'il y a un sens commun au travail? Et à travers ce que tu disais, qui est le partage, etc. Est-ce qu'on donne un sens commun au travail? C'est ça la crise, ou en tout cas c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Mais ça sert à quoi de travailler? Pardon, ça sert à quoi de travailler? Vous prenez l'exemple de la préhistoire, où l'homme cherche à construire une flèche pour aller chasser et pourquoi pas manger son bison le soir tranquillement avec sa petite femme auprès du feu. Aujourd'hui, travailler, c'est quand même pour gagner de l'argent, pour aller dans un supermarché. Oui, ça change rien. Ça change rien. Lorsqu'il travaille, il travaille parce qu'il sait que ce qu'il fait, encore une fois, par nature, a un sens. Vous savez comment on distingue en économie, d'ailleurs en philosophie, mais en économie, le travail humain de l'activité d'une machine, c'est précisément par le sens. Ce qui distingue l'humain de la machine, c'est que l'humain, en travaillant, donne du sens. C'est pas il donne du sens en plus de son travail, c'est que le fait même de travailler produit un travailleur, produit une place dans la société, produit des rapports sociaux, etc. et crée du sens. Donc, il n'y a pas de crise aujourd'hui du sens du travail. Il y a une crise du sens commun du travail. Depuis des siècles maintenant, il y a une division très importante du travail, et plus on divise le travail, plus les activités étant parcellisées, chacun donne du sens à son travail, mais trouver le sens commun au travail, c'est tout l'enjeu de l'organisation, de la gestion, du management, etc. Donc ça, c'est pas nouveau. En revanche, effectivement, il y a quelque chose qui est très nouveau, c'est dans une société qui est elle-même implosée, qui est elle-même très fragmentée, arriver à trouver un sens commun au travail dans les organisations, c'est un nouveau défi. C'est ça qui est nouveau, vous voyez. C'est pas le sens du travail, c'est le sens commun du travail aujourd'hui, dans cette période très particulière de nos sociétés occidentales. Peut-être avant de rentrer dans le détail, Laurent Berger, qu'est-ce que cette séquence extrêmement intense sur la réforme des retraites a révélé, selon vous, de notre rapport au travail, justement? Qu'est-ce qui s'est dit dans ces mobilisations extrêmement fortes? Il s'est dit d'abord qu'on n'est pas tous égaux devant la façon dont on exerce le travail. Il s'est dit que ces fameux travailleurs de première et de deuxième ligne pendant le confinement, qu'on a tous applaudi, étaient sans doute dans des métiers un petit peu plus difficiles que d'autres, et que ceux-là, ils voulaient déjà travailler mieux, parce qu'on a vu pendant ces périodes de confinement combien ils exerçaient des travaux ô combien essentiels à la société et aux uns et aux autres, et au commun, et des travaux souvent assez difficiles, ou assez exigeant, et que c'était d'abord travailler mieux avant de travailler un peu plus. Et on sait bien que cette réforme de retraite, sur laquelle je n'ai pas envie de revenir, je suis, comme chacun sait, dégagé des affaires, mais c'était d'abord toucher ces travailleurs et ces travailleuses-là. Et moi, ce qui me paraît, pour faire le lien avec le travail, ce qui me paraît essentiel, c'est que je crois il faut qu'on tienne compte. Et c'est ça qui est compliqué. Ce n'est pas compliqué seulement dans le travail, c'est vrai dans la société, d'une soif, quelque part, ça a été dit de différentes manières depuis tout à l'heure, d'une forme de singularité de chacun, d'une recherche de la reconnaissance de sa singularité. Et le travail, comme la société d'ailleurs, c'est la construction collective. Et donc, on a cette tension-là à exercer. Et sur la question des retraites, pour y revenir, pour ne pas m'échapper, c'est pourquoi il faudrait que ce soit pour tout le monde la même chose, quand on sait que c'est en vrai pas pour tout le monde la même chose. C'est pas la même chose. Moi, j'ai un père qui est parti autour de 60 ans, mais il avait été successivement agriculteur, manœuvre, échafaudeur,
et soudeur à bord des paquebots. Ce n'est pas exactement les conditions de travail que je moi-même éprouve, même si évidemment de temps en temps ça m'arrive d'être fatigué le soir. Et vous voyez donc que je crois que si on n'est pas capable de faire le distinguo entre différentes conditions au travail, différentes conditions de travail, on se plante à essayer de créer des règles absolument rigides qui soient les mêmes pour tout le monde. C'est pareil sur l'organisation du travail. Moi, je suis effaré de cette recherche de martingale sur le sujet du travail. Je le dis souvent dans mes interventions, il n'y a pas de loi idéale pour améliorer le travail. Il y a les conditions à donner dans les espaces de travail, c'est-à-dire dans les entreprises ou administrations, pour que le travail soit un sujet de dialogue. Un sujet de dialogue avec les travailleurs, en développant ce que moi j'appelle le dialogue professionnel, c'est-à-dire la capacité de chacun et chacune à dire la façon dont il vit son travail et à le dire comment il peut l'améliorer. Les meilleurs experts du travail, ce sont les travailleurs. Alors, et de l'autre côté, du dialogue, y compris sur l'organisation du travail. On voit bien que quand on parle du sens, on parle aussi beaucoup de la question de l'organisation du travail. L'organisation du travail est le seul domaine dans lequel il n'y a pas de dialogue social dans l'entreprise. Ou en tout cas, pas de dialogue suffisamment poussé qui a abouti à un compromis. Vous parliez, Pierre-Yves Gomez, du sens commun qu'on a du travail. Est-ce qu'on a tous le même sens de ce qu'est vraiment le travail quand pour certains, le travail, c'est façonner un objet avec ses mains, d'autres, c'est faire des tableurs Excel toute la journée. Est-ce qu'on peut avoir une conception du travail commune si on n'a pas tous le même projet, finalement, et pas tous la même créativité dans le travail? Non, bien sûr que non. Mais alors, c'est vrai que je suis absolument en phase avec ce que vient de dire Laurent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer le travail, vous voyez, avec des majuscules, comme si c'était quelque chose qui était unique pour chacun. Chacun va se réaliser de façon différente et avec une intensité différente. Mais est-ce qu'on se réalise forcément dans le travail? Est-ce que c'est forcément un lieu où on s'épanouit? Vous savez, toutes les enquêtes montrent que les salariés, les travailleurs et travailleuses, en général, ils sont plutôt fiers de leur travail. Mais ils disent, je veux avoir davantage de prise, je veux davantage pouvoir m'y réaliser. Mais moi, je me méfie de ces séparatismes en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas des travaux, oui, vous avez même dit, et je vous mets pas du tout en pression, mais des gens qui réalisent des tableurs Excel toute la journée. Bah oui. Il y a aussi des gens qui servent au McDo. Il y a des gens qui vous disent, la CFDT, l'organisation que j'ai dirigée pendant presque 11 années, son principal syndicat aujourd'hui, c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses de la propreté. Je ne conseille à personne d'aller dans une de leurs assemblées en ayant une vision misérabiliste de leur travail. Je ne le conseille vraiment pas. Par contre, de pouvoir les écouter sur ce qu'ils voudraient améliorer, c'est fondamental. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment aborder les choses comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis enfant d'ouvrier. J'ai beaucoup regardé, vécu cette espèce de fierté ouvrière dont tout à l'heure le chef d'entreprise parlait aussi, c'est-à-dire la fierté de l'acte réalisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais il ne faut surtout pas l'aborder sous l'angle. Évidemment qu'on ne fait pas tous le même boulot, évidemment qu'il y en a des plus difficiles, évidemment qu'il y en a des peut-être plus aliénants et moins reconnus. Mais ce n'est sûrement pas l'approche, si on veut l'améliorer, sur lequel... Pour dire la même chose sur un autre angle, quand j'écrivais Les Travailleurs invisibles, je fais des enquêtes, évidemment, et j'ai une enquête auprès d'une personne chargée de la propreté. Et j'ai été très frappé par sa réponse. Une personne vraiment qui n'a pas réfléchi sur le travail avec un T majuscule et sur la dignité du travail. Et elle m'avait dit, je lui ai dit, alors comment vos conditions de travail, c'est quoi? Et elle me dit, non, je ne travaille pas bien. Alors pourquoi? Parce qu'on me demande de faire le bureau en 20 minutes. Et elle me dit, et je sais que quand j'ai terminé, il est encore sale, c'est pas possible de le faire en 20 minutes. Et donc, je me sens sale moi-même. Et donc cette personne, effectivement, on aurait pu dire, ça serait tellement bien qu'elle soit directeur marketing, enfin voilà, offrant une promotion. Non, elle, à ce niveau-là, qui est à cette place-là plutôt, à cette place-là, elle avait exactement la même relation au travail que quelqu'un qui dirigerait l'entreprise, peut-être. Et se dit, moi, mon rapport à l'utilité, mon rapport à ce que je dois faire, il n'est pas bien fait. Et moi, je crois beaucoup à ça. Quand on parle de la fierté au travail, c'est en fait la dignité qu'il y a à faire bien ce qui doit être bien fait. Et on sait très bien tous, dans nos activités très concrètes, que lorsqu'on ne fait pas bien ce qui doit être bien fait, eh bien on ne se sent pas bien. Là, ce qui est vrai pour nous est vrai pour chacun.
Et quand on empêche de bien faire, c'est la première souffrance au travail. Quand on empêche de bien faire, c'est la première souffrance. Et ça passe, là en l'occurrence, je ne sais pas si on va revenir sur la financiarisation, ça passe par le fait qu'on lui a dit c'est 20 minutes, et que pour elle c'était absurde de dire 20 minutes, parce que le vrai sujet c'était est-ce que c'est propre ou pas propre. Mais Voilà. c'est des choses qu'on a beaucoup entendues dans nos enquêtes journalistiques, quand on en a faites. Moi, je me souviens, j'ai un exemple qui rejoint tout à fait ça, où on disait, une aide-soignante disait « je n'ai pas le temps de faire la toilette parce que le temps d'emmener une vieille dame jusqu'à la salle de bain, j'ai déjà mangé 10 minutes de mon temps ». On lui a quand même répondu « vous pouvez faire la toilette dans la cuisine ». Donc là, on est vraiment dans le nœud je crois, de la rencontre de ce soir, c'est-à-dire... Faites-le, je n'ai pas expliqué, allez-y, faites-le. Comment est-ce qu'on articule ces vocations? Parce qu'en plus, dans les métiers du soin, les métiers de la prise en charge des personnes âgées ou des personnes malades, on sait très bien que ce sont des métiers absolument cruciaux dans la solidité de nos sociétés, que les gens ont la vocation, et qu'en fait, là où ça pêche, et la difficulté de recrutement ou les démissions, c'est dans les conditions de travail. Donc évidemment, on a envie de vous poser la question à tous les deux. Comment est-ce qu'on, dans un monde où il y a les mutations dont on a commencé à parler, comment est-ce qu'on travaille cette question des conditions et quels sont les leviers pour arriver à ce que ces vocations rejoignent des conditions de travail qui permettent de bien faire, pour reprendre votre expression? D'abord, il faut toujours s'interroger sur la finalité. C'est ce que dit Pierre-Yves sur la personne qui est nettoyage. Je dis en plus que souvent, c'est moins le cas maintenant, parce qu'on a aussi beaucoup travaillé dans le dialogue social dans cette branche professionnelle-là, mais fut un temps, en plus, c'était des personnes qu'on ne voulait pas voir, qui ne passaient que quand les bureaux étaient fermés. C'est terrible en vrai. En quoi ça vous dérange quand vous êtes dans votre bureau, ce qui m'arrive de temps en temps, et lorsqu'il y a une personne qui passe pour vider la poubelle, etc. Quel est le problème ? Il n'y en a aucun. Ça disait quelque chose de la façon déjà où ils étaient considérés. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut intégrer une chose, c'est la finalité qui compte. Et quand vous êtes... Je vais vous donner un autre exemple, parce que les métiers du soin, c'est évidemment très mis en exergue à juste titre, parce que là, pour le coup, il y a une espèce de violence, y compris pour celui qui exerce le travail, d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir bien le faire à l'égard de la personne qui en est destinataire. Et dans le soin, malheureusement, on entend beaucoup de témoignages de ça. Moi, je vous donne un autre exemple dans quelque chose où on a une responsabilité, dans une caisse d'allocation familiale. Les personnes qui sont à l'accueil, un jour me disent, écoutez, on nous demande d'avoir des réponses en 3 minutes dans les centres d'appel, et du coup, on n'a pas le temps de donner la bonne réponse aux gens. Mais c'est quoi la finalité, même de celui qui donne l'acte à réaliser? Quelle est la finalité? C'est quand même que la réponse soit donnée. Et peu importe que ce soit 3 minutes 30, 4 minutes et parfois 2 minutes, ce qui est important, c'est la finalité. Et c'est ça qu'expriment les salariés en général quand ils disent qu'ils sont mal au travail. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Yves. La première raison du mal-être au travail, c'est de ne pas pouvoir réaliser le travail dont on a reçu la charge dans de bonnes conditions en ayant assuré la bonne finalité. Et ça, il y a un rôle lié à sans doute la financiarisation de l'économie, comme on a dit. Il y a aussi une certaine vision de l'intensification du travail. Vous voyez, c'est ce qui est forcément lié, mais qui est aussi un peu... moi, j'ai été président de la Confédération européenne des syndicats, qui est quand même un petit peu française, quoi. C'est un peu lié partout, mais regardez ce qui se passe pour des cadres dans les pays nordiques. Vous savez, moi j'ai été très surpris, en sortant parfois de rendez-vous, etc., à Copenhague ou ailleurs, de voir des gens à 18h, même pas, à 17h, 17h30, même pas, souvent 17h, sortir et habillé comme je le suis, c'est-à-dire un peu marqué en termes d'emploi occupé, et la journée était finie. C'est-à-dire qu'on a une relation au travail qui est basée sur la quantité et pas suffisamment sur la finalité, qui est basée sur... En fait, le travail, il est prisonnier de 2 choses aujourd'hui. Et moi, je salue ce type d'initiative parce que ça remet le travail dans le débat public. On en a bavé quand même pendant longtemps, parler du travail, c'était moins noble que de parler de l'emploi. Il est pris entre... Le travail, c'est pas simplement une force productive, et c'est pas non plus... un horrible lieu de l'exploitation. C'est une réalité sociale. Et la réalité sociale de gens qui veulent réaliser correctement leur travail et avoir du sens donné sur cette finalité, mais aussi sur la façon dont ils l'exercent. Est-ce qu'on assiste à une révolution du travail, comme on a assisté dans l'histoire à des révolutions industrielles? Est-ce qu'on observe quelque chose de cet ordre-là, d'une révolution actuellement, Pierre-Yves Gomez? Je vais répondre à ça, mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Laurent un instant. Et là, on est peut-être en désaccord.
Je crois que, parce que c'est vrai que c'est très français, l'intensité au travail, c'est très français. J'ai vécu aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et j'étais aussi frappé par le fait que le rythme n'est pas du tout le rythme français. Pas du tout. Mais c'est quand même lié aux 35 heures. C'est quand même lié au temps de vacances. Il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi au sens, au moment où ça a été négocié, c'est que ça s'est traduit par une très forte intensification du travail en France, parce qu'on produit ce qu'on produit en PIB, mais sur une durée de travail plus faible. Donc fatalement, c'est plus intense. Alors, je dis ça avec toutes les précautions, je ne remets pas en cause, je mets rien en cause. Je dis simplement qu'il y a un lien quand même qui est spécifique en français qu'on n'avait pas vu, et que peut-être là aussi cette analyse que je trouve très juste du il faut adapter, il faut pas avoir une vision du travail unique pour tout le monde, comme s'il y a des tâches où il vaut mieux prendre un peu plus de temps, voilà, parce que c'est ça qui permet de bien travailler, et quitte à avoir des rattrapages sur autre chose. Et je pense que ça n'a pas été bien, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça n'a pas été bien saisi à ce moment-là, et qu'on on a subi les conséquences, et c'est devenu une culture française. Alors là, surtout par rapport à l'Allemagne et aux pays du Nord, c'est une culture très française de montrer qu'on travaille beaucoup, qu'on travaille intensément, etc. Voilà. C'est en train de changer quand même là. Sur la mutation, les demandes. C'est surtout, je pense que c'est là où c'est pas négocié. C'est-à-dire que, vous savez, on va avoir le même débat. Hein. Semaine de 4 jours ou pas semaine de 4 jours. On a failli l'avoir avec le télétravail. Le télétravail, on en a fait la nouvelle façon de travailler. Vrai, pour 35% maximum de travailleurs français. Ailleurs, vous n'avez pas de télétravail. Donc, on va avoir le même sujet sur la semaine des 4 jours, pour ou contre. Ben, moi, j'ai envie de dire négocier. Hein. Débrouillez-vous. C'est-à-dire que la question des 35 heures ou de l'organisation du travail, c'est quand elle n'est pas négociée, j'ai rarement connu un législateur qui soit fin au point de te régler les problèmes de toutes les entreprises une fois pour toutes. Ça ne marche pas. Pourquoi moi, j'ai pris quelques coups en soutenant la subsidiarité dans la négociation collective? C'est parce que sur le travail réel, concret, il n'y a pas de lieu plus adapté pour négocier, mais du coup pour négocier vraiment, que le lieu de travail en question, en partant des réalités. Et c'est vrai que l'application stricto sensu d'une règle pour tout le monde, ça ne marche pas, parce qu'on l'a dit, les réalités de travail sont très différentes. Mais les attentes justement nouvelles dont on a beaucoup parlé au travers des différentes tables rondes de la journée, est-ce que ces attentes notamment d'une génération plus jeune, des conditions de travail, est-ce que ça va permettre de mieux négocier? Est-ce que c'est un levier que vous sentez un atout qui émerge par cette pression? Ou est-ce que c'est un peu naïf de le penser? Alors, je ne vais pas apprendre à cette salle qu'effectivement, la relation au travail a profondément changé, et pas que du fait des jeunes. Elle a déjà changé depuis une bonne quinzaine d'années, lentement, mais ça s'est précipité. Alors d'abord, avec 2008, avec la crise de 2008, il y a quelque chose qui a été ébranlé, dans une sorte de croyance comme ça, de la spéculation, et puis avec la digitalisation, Covid. Et donc les nouvelles générations ne font que, qui sont natifs, comme on dit en mauvais français, qui sont natifs de cette nouvelle culture, ne font que témoigner aujourd'hui dans les entreprises ce qu'est la nouvelle culture du travail. Et cette nouvelle culture du travail, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit d'abord que on travaille, je tiens beaucoup à cette idée, on travaille beaucoup en dehors de l'entreprise. On travaille beaucoup et même intensément en dehors de l'entreprise. Parce que d'abord, une partie de ce qu'on appelle le travail du consommateur, une partie du travail qui se faisait naguère dans les entreprises a été déportée sur le consommateur. Exemple, classique, vous preniez un billet de train naguère, vous alliez à guichet, puis il y avait quelqu'un qui prenait les billets de train, etc. Aujourd'hui, vous, tout seul, chez vous, sur votre ordinateur, vous prenez les billets de train, vous vérifiez, vous compostez vous-même, enfin, vous faites. Ou à la pompe, c'est vous qui vous servez, qui mettez la carte grise, la carte bleue, etc. Vous payez, vous faites tout, ça ne marche pas avec la carte grise, malheureusement. Non, ça ne peut pas bien marcher. Hélas, rien n'est parfait dans ce monde. Donc, on travaille beaucoup, vous voyez, intensément en dehors du lieu de travail classique. Il faut bien prendre en considération ça quand on est chef d'entreprise, parce qu'on a des collaborateurs, des collaboratrices, aussi beaucoup, qui ont des activités de travail importantes. Vous mettez le travail domestique dans cette définition? Alors, bien sûr, le travail domestique, bien sûr. Le travail domestique qui commence par l'éducation des enfants, qui est un travail important, qui demande du temps, de l'énergie. Donc tout ça, ça existe d'autant plus que les outils informatiques, les outils qui ont permis le développement économique de ces dernières années, servent aussi au travail
personnel, domestique, ce sont les mêmes outils. J'aime bien dire, c'est pas moi qui l'ai dit le premier, qu'on sort du bureau aujourd'hui, et même pas que du bureau d'ailleurs, même pour des activités qui ne sont pas des activités de col blanc, on sort avec l'ordinateur, le téléphone portable, qui sont justement les instruments de travail de Naga. Ce n'était pas le cas de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin ne sortait pas avec la machine-outil. Vous voyez, là, on sort avec une partie de la machine-outil. Ça veut dire que cette machine, elle va servir à travailler ailleurs. Et il faut comprendre le travail aujourd'hui de façon beaucoup plus large que le travail dans l'organisation. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut bien saisir. Mais parce que du coup, vous en tirez? Parce que c'est une aliénation ou c'est au contraire ça nous donne une vision différente? C'est une représentation différente du travail. Du coup, je vais me comparer quand je travaille chez moi. Je ne parle pas à distance, hein, chez moi sur des sujets qui m'intéressent sur mon ordinateur. Je vais comparer ce travail avec le travail qu'on va me donner dans l'entreprise. Et je vais me dire, mais en fait, il gère bien son travail là, parce que moi je le fais plus vite quand je l'organise moi-même. Vous voyez, j'ai des éléments de comparaison, j'ai des éléments de représentation qui sont plus les mêmes du fait que la frontière du travail dépasse l'organisation. Alors, je voudrais qu'on continue un tout petit peu à évoquer les mutations qu'on est en train de vivre à travers le travail, à travers voilà, les révolutions qu'on traverse actuellement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec la transition écologique aussi qui s'impose à nous. Je repose ma question. Est-ce qu'on assiste à une révolution de la même ampleur que les révolutions industrielles du 19e siècle, par exemple? Laurent Berger. Ah bah oui, je pense, oui. Alors c'est évidemment très différent, ça a surtout un effet d'accélération. La révolution industrielle du 19e siècle, elle s'est inscrite dans un temps court, mais quand même qui était beaucoup plus long que les accélérations. Aujourd'hui, si on prend juste l'intelligence artificielle, à peu près tous les 15 jours, il y a une nouvelle annonce on va un peu plus loin. Donc oui, je pense que on est en phase de révolution industrielle, et une double révolution industrielle, parce qu'au-delà de l'intelligence artificielle, il y a cette révolution climatique qui est en train de s'opérer et qui va impacter le travail. Moi, je reviens juste sur l'intelligence artificielle, je vais vous dire pourquoi ça fait aussi peur. Parce que là, maintenant, c'est des professions, j'ai envie de dire, qui, dans l'inconscient collectif, sont du haut du panier, quoi. Les professions intellectuelles qui commencent à flipper. Auparavant, quand il y avait la robotisation, etc., on se disait, bah oui, mais d'abord, ça a amélioré, c'est vrai, beaucoup les conditions de travail. Ça n'a pas forcément toujours détruit de l'emploi, d'ailleurs, loin s'en faut, ça a créé de la valeur aussi. Mais c'était quand même des métiers, on considérait que c'était des métiers d'exécution, etc. Maintenant, quand vous êtes juge et qu'on vous dit que peut-être un jour l'intelligence artificielle pourrait faire votre boulot, ça commence à inquiéter, quoi. Quand vous êtes journaliste, je ne voudrais pas vous inquiéter, mais voilà, je n'ai pas besoin d'en faire plus. Et on peut multiplier comme ça. Quand vous êtes enseignant, vous avez intérêt à revoir un petit peu votre manière de demander aux étudiants ou aux élèves de travailler entre deux séances de cours. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va bouleverser pas mal de choses. Donc la question, c'est, moi, j'ai jamais cru à la grande démission qu'on nous a vendue à longueur de titres dans un certain nombre d'endroits. Il n'y a pas de grande démission, il n'y a jamais eu autant de gens qui travaillaient. Ce qui se bouge, c'est qu'il y a ces murs-là qui arrivent et dont qu'on ne sait pas trop manier, on ne voit pas encore totalement les conséquences sur le travail. Et puis ce qui bouge, c'est qu'il y a aussi une situation de l'emploi qui s'est améliorée. Et franchement, moi je suis de la génération où on nous disait vous ne ferez plus comme vos pères et vos mères à être toute votre vie dans la même entreprise. Nous, c'était vécu comme étant c'est un peu une zone de risque, on va essayer de se débrouiller, etc. C'est pas étonnant que les générations qui nous succèdent aient intériorisé ça totalement, puis ils l'ont notamment intériorisé parce que la possibilité, elle est plus large. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'inversion qui s'est opéré dans le monde du travail, dans les recrutements. Et ça joue sur quoi, après, quand vous êtes en position de recruteur? D'abord, que c'est pas exactement la même chose que quand vous le faisiez il y a 15 ans. On a l'impression parfois d'une inversion des rôles. Et puis l'autre élément qui est fondamental, c'est que une des questions qu'on vous pose, c'est le sens, notamment pour un certain nombre de jeunes qui... Vous avez vu cette tribune qui vient de sortir, des jeunes de grandes écoles qui disent on n'ira pas travailler dans telle ou telle entreprise. Je ne les cite pas par respect de la concurrence en ce qui me concerne aujourd'hui. Mais vous voyez, ça joue, mais il y a aussi la question de l'organisation du travail. Et l'organisation du travail, la question de, dans l'entreprise, on fait 2 jours de télétravail, moi j'aimerais bien 3. Non, c'est 2 jours, merci, au revoir. Vous faites comment? Et ce qu'il faut éviter, c'est le gré à gré. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on rediscute ensemble de l'organisation du travail. Donc, ce n'est pas une volonté de ne pas travailler, sans doute de travailler autrement,
Et là encore, est-ce qu'ils ont tort en tout? Je suis loin de le penser. Mais en tout cas, ça va nécessiter de s'adapter parce qu'il y a à la fois de l'inquiétude et puis il y a aussi des aspirations avec une la pénétration entre le monde la vie au travail et la vie hors travail. Parce qu'on peut le prendre dans l'autre sens. Hein. Qui n'a jamais pris un rendez-vous pour un de ses enfants chez le Toubib pendant qu'il travaillait? Moi, je sais, tous ceux qui sont derrière un poste de travail où il y a une cadence, etc., ceux qui font... mais les autres, évidemment, parfois même organiser une partie du week-end à venir. Mais par contre, qui n'a jamais eu à subir, parce qu'on a un truc dans la poche, moi je suis là depuis un moment, j'ai évidemment pas mal travaillé depuis tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc oui, ça bouleverse. Oui, mais en même temps, parce que vous dites beaucoup de choses, mais ce que vous disiez il y a quelques secondes, ce sont des magnifiques leviers quelque part, que le rapport de force s'inverse et que les travailleurs... Bien sûr, ce sont des leviers. Oui, ce sont des leviers, mais à condition qu'on sache y répondre. Disons que ne porte pas de jugement. Il se trouve que c'est comme ça. Oui, on a envie de savoir les conséquences. Oui. Alors les conséquences, c'est que nous avons une société qui est fractionnée, atomisée, et qui cherche des communautés. Les communautés sont très souvent des communautés émotionnelles. Comme ça, on s'agrège et on se désagrège parce que grâce à la technologie, aux réseaux sociaux, on peut très vite s'agréger, se désagréger. Donc, le rapport entre l'individu et le social n'est plus le même. Et en conséquence, le rapport entre l'individu et l'entreprise n'est plus le même, parce que l'entreprise n'est pas ce lieu organisé, stable, imperturbable, qui permet qu'en y entrant, j'ai confiance, je suis stable. C'est elle-même quelque chose qui bouge, qui a répété. Moi, je suis tout à fait en phase avec ça. Pendant des années, je disais au DRH qui me disait, nous, ce qu'on dit à nos jeunes, vous rentrez chez nous, et dans 3 ans, c'est normal que vous partiez. Alors moi, je suis un économiste basique, je dis, mais attendez, vous les prenez pendant 3 ans, vous les formez pendant 3 ans, et vous leur dites vous allez partir dans 3 ans, mais c'est vous qui faites l'investissement, et vous les envoyez à la concurrence. Et les réponses, aussi étonnantes que ça puisse paraître, c'était oui, mais c'est comme ça aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça aujourd'hui. Le bon sens veut que si vous formez des gens qui partent, vous perdez l'investissement, et c'est d'autres qui en profitent, quoi. Et c'est ce qui se passe. Ce qui s'est passé, et aujourd'hui, évidemment, il y a toute une génération qui, elle, trouve tout à fait normal, et c'est pour ça qu'on ne porte pas de jugement, tout à fait normal de dire, tiens, je suis là dans cette entreprise, ça me plaît, le jour, ça ne me plaît pas, et il n'y a pas peut-être de grande démission, mais il y a une façon très nouvelle de démissionner. Moi, j'ai plein de patrons entrepreneurs qui me disent, j'ai des jeunes, on s'entend très bien le vendredi, et ils ne viennent pas le lundi. Et pourquoi? Ils sont partis ailleurs, ils n'ont pas dit pourquoi. Donc, c'est-à-dire que le rapport à cette communauté qui était la communauté de travail, qui s'appelait l'entreprise, n'est plus le même. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça crée? Ça crée que, on va, je pense en parler maintenant, ça crée que il faut penser l'entreprise à partir de cette réalité-là, sans porter de jugement, à partir de cette réalité-là. Qu'est-ce qui va faire que des jeunes, des collaborateurs vont trouver une ressource en venant à cette entreprise et pas ailleurs? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un élément qui est fondamental, et je l'ai vu pratiquer différent selon les entreprises, c'est le fait de reconnaître celle qui travaille. C'est-à-dire que moi, j'ai été frappé, j'ai fait énormément de rencontres, de visites d'entreprise, etc. Vous pouvez rentrer parfois dans un atelier, dans les bureaux, avec soit un chef d'entreprise, soit un manager, qui rentre et qui est incapable de dire le prénom de chacun, voire même parfois ce qu'il fait. Puis vous en avez d'autres, non seulement ils connaissent le prénom, mais ils sont capables de demander des nouvelles du petit dernier qui a fait sa rage de dents ou je ne sais quoi, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, la reconnaissance de l'individu, ce qui est perturbant, parce que ce n'est pas toujours simple, va avoir un rôle déterminant dans la fidélisation. C'est-à-dire que le sentiment de qu'est-ce que fait l'entreprise, est-ce que ça correspond à mon système de valeurs, ça va être important, c'est important, mais aussi le sentiment d'y être reconnu. Alors ça prend plein de formes différentes, la reconnaissance, mais y compris la reconnaissance individuelle, ça va jouer pour la fidélisation. Ça ne suffira peut-être pas. Parce que je crois aussi, mais non, on fait le débat tous les deux, ça. Il nous reste un quart d'heure, alors il faut qu'on arrive à aller jusqu'au bout. Je rebondis simplement. Allez-y, et je après crois on continue. aussi, parce que tu l'as dit tout à l'heure, et moi je suis très convaincu par ça, et aussi la reconnaissance du travail bien fait. Revenir à un travail qui prend sens d'abord parce qu'on lui reconnaît une qualité esthétique, une qualité morale, une qualité politique, une qualité sociale et une qualité économique, bien sûr. Donc, et parce qu'il est bien fait, ça, je crois que ça va être essentiel.
Je ne dis pas qu'on a mal travaillé, on a fait plein de superstructures pour la qualité totale, la qualité, etc. Hein, c'est pas... Mais ça venait comme une superstructure. Vous voyez, c'est pas une reconnaissance du travail bien fait pour le travail bien fait. Le personnel de soins dont vous parliez, sa première souffrance, c'est « mais je n'arrive pas à faire le travail ». Et la transformation aujourd'hui, je ne vais pas citer le nom d'une maison de retraite qui a été dans la tourmente, parce que voilà, c'est de retrouver le sens du travail bien fait au quotidien, parce que c'est ça qui va retenir les collaborateurs, créer de la valeur, etc., et créer le résultat économique dont on a besoin aussi, parce qu'on est des pragmatiques, hein, il ne s'agit pas de dire travail bien fait, esthétique, etc., mais on verra la valeur économique au service des contraintes, dans la limite des contraintes des valeurs économiques, bien sûr. Allez-y. C'est bon, j'ai le droit d'y aller là ? Je vous en prie. C'est super. Table ronde exceptionnelle. Quel sens donner au travail sur RCF à l'occasion des entretiens de Valprès à Lyon ? Avec Marine Lamoureux du journal La Croix, nous recevons Laurent Berger, ancien secrétaire général de la CFDT, et Pierre-Yves Gomez, professeur émérite à l'EM Lyon Business School. Comment on réinvente le travail aujourd'hui ? Et quand on dit cela, est-ce qu'on dit aux salariés, allez-y, prenez les clés du camion, dites-nous comment est-ce qu'on doit manager désormais ? On peut le rêver, mais sérieusement non. Mais sans doute qu'il y a une question de... Et tant pis si c'est un peu abrasif pour reprendre les termes de Patrick Martin, sans doute qu'il y a une question de redéfinir ce qu'est le pouvoir dans l'entreprise, et en partant de d'un fondamental, c'est qu'il y a deux parties constituantes, qui est le travail et le capital, et que ça reste, il faut trouver les moyens y compris dans les grands choix stratégique de l'entreprise, il y ait une expression du travail qui puisse s'exprimer pour voir les conséquences qu'il va avoir. Moi, je suis persuadé que l'avenir, en termes de dialogue au sens large du terme, c'est-à-dire dialogue avec un S dans l'entreprise, c'est davantage de place du travail dans la gouvernance. On a beaucoup progressé. Moi, j'ai signé en 2013, je venais d'arriver, un accord qui instituait les représentants des salariés dans les conseils d'administration. J'ai évidemment de bonnes relations avec tout un tas de chefs d'entreprise. Certains disaient, mais vous êtes dingo, le MEDEF a accepté ça, il aurait jamais dû, c'est le loup dans la bergerie, etc. etc. Et puis quelques années après, par grande honnêteté, certains ont dit, il y a Jean-Dominique Sénard pourrait le témoigner mieux que moi, il a dit ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui, dans l'entreprise, dans les conseils d'administration, c'était plus de 5000 à l'époque, avoir quelqu'un qui sait ce qu'on produit dans l'entreprise. Parce que dans certaines conseils d'entreprise, il y avait un peu d'endogamie quand même. Donc, dans la gouvernance d'entreprise, c'est fondamental. Dans un dialogue social, il faut reconnaître, c'est comme dans la société, il faut reconnaître que des intérêts contradictoires traversent cette communauté humaine, qu'est l'entreprise. On n'est pas en tout point, il y a un objectif partagé, mais on n'est pas en tout point sur des intérêts qui sont à tout point partagés. Et donc, il faut des lieux de confrontation. La confrontation est quelque chose de positif en démocratie. Et c'est vrai dans l'entreprise, un dialogue social qui se nourrit, qui en gros, fait émerger des compromis. C'est beaucoup plus puissant que la décision d'un seul, un compromis, toujours. Puis le troisième élément, et ça, parce qu'il y a une vraie aspiration des travailleurs sur le sujet, c'est qu'il faut faire du dialogue professionnel. Il faut que les travailleurs, en dehors de tout cercle managérial ou même syndical, et moi j'ai milité pour ça dans mon organisation, puissent avoir la possibilité de s'exprimer sur leur travail et de donner les bonnes idées qu'ils ont pour l'améliorer. Je vais vous donner juste un exemple pour illustrer ça. J'ai refait mon passeport il n'y a pas longtemps, je vous passe les délais. Je suis devant une personne avec qui, évidemment, on dialogue, et qui me fait signer 4 fois le même papier. Je lui dis, par curiosité, pourquoi vous signez, je signe 4 fois le même papier. Elle dit, je ne sais pas, on l'a dit à notre hiérarchie, ils n'ont pas dit pourquoi, mais on doit continuer à le faire. Eh bien, je vais vous dire, ça c'est de la maltraitance pour des salariés. Parce que si vous ne comprenez pas ce qu'on vous demande de faire, c'est de la maltraitance. Et si on leur demandait, peut-être qu'ils diraient qu'il faut le signer que 2 fois, parce que finalement, ça sert que... Voilà, on a fait le constat que ça servait que 2 fois. Vous voyez ce que je veux dire, et les salariés, il faut leur redonner de l'espace de parole sur leur travail. Comment ça s'organise ? Parce que les taux de syndicalisation sont quand même pas très élevés en France. Par quoi ça passe ? Comment on redonne le goût du syndicat, le goût du dialogue social dans le monde d'aujourd'hui ? Moi, en plus, là, maintenant, j'ai un peu plus de
de salariés organisés dans des organisations syndicales, la CFDT à elle toute seule, c'est plus que tous les partis politiques confondus, sur une base qui est moins large. Si, c'est tous. Non, je vous crois, je dis, vu les taux d'adhésion dans les partis politiques, je ne sais pas si c'est forcément... mais vu les taux de lectorat dans un certain nombre de journaux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à faire des bons journaux. Oh, ça c'est pas gentil. Et donc... Écoutez la radio, c'est ce qu'il y a de mieux. Et quant au taux de participation aux élections professionnelles, il atteint autour de 60-65%. Je pense qu'il y a quelques députés récemment élus qui aimeraient bien avoir. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour mettre en concurrence. C'est qu'il faut arrêter de fragiliser nos institutions quand on veut conforter la démocratie. Il faut plutôt les mettre au défi. Les organisations syndicales sont au défi d'avoir plus de surface, mais aujourd'hui, elles ont une cote de confiance qui n'est pas si mal que ça quand on regarde dans les enquêtes du Cevipof ou d'autres ce qu'est la cote de confiance. Ce qu'il faut, c'est qu'elles s'interrogent sur leur rôle. Le rôle qui est assigné à une organisation syndicale, principalement dans une entreprise. Vous savez ce que c'est dans toutes les enquêtes d'opinion auprès des travailleurs ? C'est de porter auprès de l'employeur les préoccupations des salariés et trouver les meilleurs accords possibles avec l'employeur pour faire valoir les droits des travailleurs. Et ça, je vais vous dire, le taux de signature dans les entreprises, le nombre d'accords signés dans les entreprises est extrêmement important. C'est-à-dire que les organisations syndicales, ce n'est pas toujours quelqu'un qui n'est pas content, qui est derrière une banderole. Et je sais ce que c'est, je l'ai suffisamment fait. Mais c'est aussi d'abord des femmes et des hommes qui représentent leurs collègues et qui s'engagent pour essayer de trouver les bons compromis avec leur employeur. Et ça marche. Il y a un taux de... On est dans un pays où, malgré ce qu'on veut bien entendre, ce qu'on veut bien dire, la négociation collective est un outil efficace. Patrick Martin ne l'a pas dit tout à l'heure, mais pendant les 10 dernières années, on a dû signer une quinzaine d'accords nationaux interprofessionnels. Eh bien, vous allez dire, oui, mais c'est des textes, etc. Non, concrètement, ça change la vie. Ça change la vie des salariés sur un certain nombre de points. Mais comme on est dans un pays qui préfère avoir de la défiance envers ces différentes institutions, mais aussi dans un pays où quand on fait quelque chose de plutôt intelligent, c'est jamais assez performant, c'est jamais suffisant, etc., on ne met pas en valeur cela. Et moi, je crois que le travail, c'est... Regardez toutes les éruptions sociales de ces derniers temps. Elles ont concerné beaucoup la question sociale, que ce soit les gilets jaunes, les retraites. Il n'y a pas eu d'éruption dans les entreprises, dans les lieux de travail en tant que tels. Parce que ça reste un lieu où on peut confronter des points de vue. À condition que chacun joue le jeu, les organisations syndicales, les employeurs également. Et complètement, du coup, vous êtes mépris sur ma question, qui n'était pas une provocation, qui était vraiment plutôt comment on continue à faire prospérer ce qui marche et comment on fait mieux. C'était pas... Alors, juste parce qu'il nous reste peu de temps finalement, et je voudrais qu'on aborde un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, c'est l'argent. Est-ce que le rapport au salaire a évolué et est-ce qu'il doit évoluer encore aujourd'hui dans ces mutations qu'on évoque? Quel rôle, quelle place, quel curseur représente peut-être le salaire, le montant de la rémunération aujourd'hui? Je ne vais pas répondre à cette question parce que je voudrais... non, j'y reviens. Je vais juste... Parce que je suis vraiment... Je vous la reposerai. Bien sûr. Je pense que c'est très important ce qu'a dit Laurence sur ce que j'appelle moi la délibération sur le travail. C'est vraiment une façon très différente de penser le management. Et donc, ce n'est pas nécessairement le rapport syndical, etc. C'est déjà le management lui-même qui se comprend comme un facilitateur de délibération sur le bon travail. Et ça, c'est une vraie révolution managériale. Pour avoir enseigné pendant 35 ans dans une école de management, je peux vous dire que c'est une vraie révolution de jeunes pour qu'ils comprennent qu'ils sont là pour animer ça, animer une délibération où les sachants, c'est pas eux qui organisent, mais c'est ceux qui travaillent et qui vont trouver la meilleure façon, sous contraintes économiques, encore une fois. Je tiens à rappeler qu'on est pragmatique, mais ces contraintes-là, comment on travaille mieux. Et puis un point que je rajouterai à ce qu'a dit Laurent, c'est que il y a quand même une question de stabilité et de confiance dans cette chose-là qui s'appelle une communauté entreprise. On cite toujours cet exemple, je crois qu'il a été cité ce matin, qu'on prête à Peggy, je crois, le tailleur de pierre qui taille et qui dit « Qu'est-ce que tu fais ? Je taille la pierre. » L'autre « Qu'est-ce que tu fais ? Je monte un mur. » Et troisième « Qu'est-ce que tu fais ? Je bâtis une cathédrale. » Mais si celui qui bâtit la cathédrale dit « Je bâtis une cathédrale » et puis 2 ans après, en fait non, c'est pas une cathédrale, c'est un garage en fait. Et puis 2 ans après, changement de stratégie, c'est pas un garage, c'est un parking seulement parce que nous avons, vous voyez que celui qui taille la pierre, au bout d'un moment il se dit « Mais attends, je fais quoi ?» Nous avons une tradition là depuis dans ces temps spéculatifs où changer rapidement de stratégie, c'était montrer qu'on était vif, agile, adapté, etc.
pour avancer dans la stratégie longtemps et avoir été conscient de stratégie longtemps, c'est pas vrai ça. Les bonnes stratégies sont les stratégies qui sont les mêmes pendant 20 ans et qui vont être opportunistes, évidemment, qui vont trouver les opportunités, mais qui sont justement les mêmes. Prenez Amazon. Amazon, il avait une stratégie, et il a gardé 20 ans alors qu'il ne gagnait rien du tout. Hein. Il a gardé sa stratégie, et c'est comme ça qu'il a emporté. Je donne toujours cet exemple, je donnais cet exemple aux étudiants, parce que l'agilité, c'est l'agilité de l'opportunité, c'est pas l'agilité de la stratégie. Si on change sans arrêt de stratégie, parce que, voilà, enfin, plutôt on présente les opportunités comme des changements de cap, le tailleur de pierre, il ne peut pas savoir qu'on bâtit une cathédrale. Parce qu'on ne bâtit pas derrière une cathédrale. On ne bâtit rien du tout. Donc je pense qu'il y a ça aussi dans ces changements managériaux, parce que c'est votre question au départ. Il y a le changement de la délibération du travail, mais au sommet, il y a aussi un changement. On sort d'une période spéculative où il était bon de montrer qu'on était puissant, et parce qu'on était toujours en train de modifier son plan. Aujourd'hui, je pense qu'on va apprécier ceux qui gardent les caps, ceux qui produisent de la confiance précisément parce qu'ils savent garder le cap dans la tempête, encore une fois, en sachant saisir des opportunités. Quant à l'argent, je laisse Laurent en parler. Alors, l'argent, vous avez envie de parler d'argent. Sympa, alors Pierre, on parle sympa. d'argent, très bien, il nous reste 3 minutes. Et je rajouterais juste un élément à ce qu'il vient de dire. Vous allez pouvoir poser ma question. C'est pas un jeu. Il y a un autre élément qui est fondamental. Hein. Et il y a un petit livre qui est sorti d'une de tes collègues de l'EM Lyon, Tessa Melkonian, qui est l'exemplarité de ceux qui dirigent. C'est fondamental. C'est fondamental et ça sera un élément de fidélisation. Quand on peut, je le crois vraiment, parce que c'est un élément de stabilité, y compris de garantie d'une certaine manière d'une stratégie un peu de long terme. Sur la répartition de la valeur créée, alors, juste voilà, ma question, je la repose, parce que comme ça, on y sera. Dans les curseurs d'évaluation du sens qu'on donne au travail, est-ce que justement l'argent a une place différente? Est-ce que le salaire que l'on reçoit pour tel ou tel travail a aujourd'hui plus d'importance qu'autrefois, ou pour certains métiers, on mettait le sens ou l'énergie donnée dans ce qu'on faisait au travail au-dessus peut-être de la somme qu'on allait recevoir pour ce travail? En tout cas, aujourd'hui, il y a trop de gens qui ne peuvent pas vivre dignement de leur travail. Et quand le travail ne paie pas assez, dans tout un tas de secteurs professionnels, ce n'est pas un élément déterminant pour le nombre de salariés. Mais notamment tous ces travailleurs et travailleuses qu'on a qualifiés de deuxième ligne, ne pas pouvoir vivre dignement de son travail, ce qui implique que la société mette en place tout un tas de dispositifs pour... voilà, moi je suis pour la prime pour l'emploi. C'est très bien, mais est-ce que ça ne doit pas nous interroger philosophiquement du fait qu'il y ait besoin de la puissance publique pour contribuer à combler une partie de la capacité à vivre dignement de son travail, d'une partie des travailleurs qui sont pourtant essentiels. Ça reste un élément important. Ce n'est pas le seul élément, mais c'est un élément moins important plus votre salaire est élevé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, aujourd'hui, moi je trouve qu'on manque de vivacité en termes de dialogue social sur la question des salaires. Quand vous avez... C'est-à-dire qu'il y a tout un moment où le dialogue social, c'était de savoir si on allait pouvoir obtenir des CDI, pérenniser les emplois, et le salaire semblait être une question subsidiaire, ou en tout cas moins importante. Désormais, on a l'impression que le CDI, c'est moins la condition sine qua non d'un travail réussi que d'avoir un bon salaire. Le CDI, c'est d'abord aujourd'hui une demande plus des entreprises qu'une partie des salariés, pas de tous, il ne faut pas généraliser, mais la question d'être rémunéré à un niveau qui soit conforme à ce qu'on attend en termes de travail, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup trop de branches professionnelles dont les salaires démarrent en dessous du SMIC. C'est-à-dire que le salaire, c'est quoi ? C'est la contrepartie à une tâche effectuée, mais aussi à des compétences mises en œuvre. Vous voyez, et trop souvent, on se limite dans trop de secteurs professionnels au fait que ce soit la contrepartie à la tâche effectuée. Mais c'est quoi le travail ? C'est aussi quelque chose où on apprend, où on développe des compétences individuelles ou collectives, et cette reconnaissance-là, à travers l'évolution de carrière, elle est insuffisante. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a des branches professionnelles où vous démarrez en dessous du SMIC en termes d'échelon. Alors évidemment, vous êtes payé au SMIC, il n'y a pas le droit de payer en dessous du SMIC pour le nombre d'heures légal, mais si vous le faites pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous franchissez les échelons, mais au bout de 4 ans, vous êtes toujours au SMIC. Elle est où la reconnaissance de la compétence développée ?
Et donc, c'est comme ça qu'il faut aborder, de mon point de vue, les choses. Après, les entreprises, à certains endroits, pour des questions de pénurie de compétences, etc., on a parlé de l'hôtellerie-restauration tout à l'heure dans l'après-midi, c'est évidemment un secteur qui a été contraint, d'une certaine manière, par pragmatisme presque, d'avoir une négociation avec un bon niveau. Donc, ça reste un élément important. Il ne faut surtout pas dire que ça reste pas un élément important. Est-ce que ça veut dire que le sens qu'on peut donner au travail désormais, aujourd'hui, Pierre-Yves Gomez, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a gagné grâce à un travail qui nous épanouit. Et donc, si on est épanoui par son travail, on gagne de l'argent. Et avec cet argent, on peut faire autre chose que de travailler, s'épanouir dans autre chose que le travail. Non. Il faut juste que je comprenne que je comprenne. Donc, Vous voulez que je répète non, en fait, non, pourquoi j'ai eu un petit moment de ça? C'est qu'on me racontait, on me disait tout à l'heure, une personne qui rentrait d'Afrique et qui me disait, en Afrique, les personnes, par exemple, travaillent. La culture du travail, c'est que je travaille quelques jours, et puis si je considère que j'ai suffisamment gagné, j'arrête. Et puis je recommencerai à travailler quand j'aurai besoin de nouveau d'argent. Et j'avais l'impression que vous me renvoyez cette nouvelle vision. Ce que je ne crois pas une seconde, d'abord parce qu'on est dans un système très d'endettement chez nous, donc, y compris d'endettement vis-à-vis du niveau social, de l'engagement social, de la consommation. Donc je ne pense pas qu'on en soit là. Mais je dirais, d'une part, on est des pragmatiques. On comprend que la qualité du travail, le travail bien fait, il est bien sûr ordonné aussi, peut-être pas ordonné, mais en tout cas relativisé aux contraintes économiques d'entreprise. Et bien, de la même façon, le travailleur, il ordonne son effort à ses propres contraintes économiques. Ça me paraît du bon sens. Ce qui est vrai pour l'entreprise est vrai aussi pour le travailleur. Donc, alors pour le coup, c'est bien dans le dialogue qu'on peut comprendre comment on va aligner tout ça. Et je ne vois pas comment on peut le faire en dehors du dialogue. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, davantage que le pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat est... On pourrait revenir là-dessus. Le pouvoir d'achat en période de transition économique, c'est quand même un peu problématique. Tiré par le pouvoir d'achat, donc de consommer, au moment où la consommation est problématique, vous voyez, devient un sujet. J'ouvre juste la boîte pour un prochain entretien de Valprès, parce qu'il y a une tension qui ne va pas aller de soi dans les années qui viennent. En revanche, ce qui me paraît clair, et tu parlais d'exemplarité et de manière générale de justice organisationnelle, c'est que la répartition de la valeur, c'est un sujet. Aujourd'hui, dans la mesure où le niveau général d'éducation relativement à ces questions est beaucoup plus élevé, le niveau d'émancipation est plus élevé qu'il l'était il y a 30, et évidemment il y a un siècle, 30 ans ou 100 ans, bien sûr. Le fait que la valeur ne soit pas partagée équitablement, ça devient un sujet qui est à la fois politique, bien sûr, mais aussi social et culturel, presque, par rapport au travail. Parce que cette reconnaissance du travail, lorsqu'on a l'impression qu'elle sert des intérêts qui ne sont pas des intérêts liés à l'effort qu'on y met, il y a quelque chose qui vient, au-delà du salaire lui-même, du revenu propre au travail, il y a quelque chose qui vient vicier le rapport à l'argent, pour le coup. Donc je crois que c'est un grand chantier qui est ouvert et entamé, bien sûr, mais un chantier qui va être très important dans les années qui viennent, c'est la juste répartition de la valeur. Merci beaucoup à tous les deux, Laurent Berger, Pierre-Yves Gomez. Merci Marine Lamoureux de la Croix pour cette émission spéciale réalisée ici aux Entretiens de Valprès. Merci à toutes et à tous.